« 27 janvier 2025, 27 janvier 2026, c'est jour pour jour. Ça fait une année depuis que la ville de Goma est tombée sous l'emprise de la rébellion de la FC M23. Aujourd'hui, ça fait une année. On en parle dans cette émission Grande Analyse. Les Congolais se posent des questions. À ce jour, où en sommes-nous après la ratification des accords avec le Rwanda à Washington, avec tout ce qui s'est fait à Doha, avec toutes les rencontres qui se multiplient entre la République démocratique du Congo, Luanda, Brazzaville, Lomé, au Togo, mais jusqu'à ce jour, pas de solution palpable sur terrain. C'est ça la grande inquiétude des Congolais, et c'est aujourd'hui parmi les sujets que nous allons évoquer au cours de cette émission, surtout que le mois de janvier est consacré sur la rétrospective de l'année 2025. 2025, une année saturée par des événements. Nous avons connu la chute de Goma, nous avons connu la chute d'Uvira, nous avons connu la chute de Bukavu, beaucoup de tractations, mais jusque-là, pas de solution, pas de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler sur ces plateaux, mais en dehors de ça, nous allons aussi évoquer la ville de Kinshasa où une mission mixte permanente devait être lancée depuis hier, lundi 26 janvier, pour contrôler le trafic routier avec le contrôle de permis de conduire, le contrôle de documents du contrôle technique, le contrôle de ceux qui ont payé la vignette de l'exercice 2025, le contrôle de ces véhicules qui sont assurés. Le tout faisait, je crois, la somme totale, je crois, c'est 524 ou 564 dollars qu'il faille payer pour circuler. C'est vrai que les Congolais se plaignent, mais aussi, c'est d'une part l'État ou l'hôtel de ville a une responsabilité, mais d'autre part aussi les responsables de véhicules ont une responsabilité. Donc nous allons en parler au cours de cette émission. Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse, l'émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. Nous recevons pour vous un cadre du parti AGECO. Il est le porte-parole et coordonnateur de la cellule de communication, mais aussi communicateur du Front commun pour le Congo. Il s'agit bel et bien de monsieur Roger. C'est avec lui que nous allons essayer de partager ces 45 minutes. On l'attend chercher, mais aujourd'hui, il a quand même répondu à notre invitation. Nous sommes honorés. Bonjour, monsieur Roger. Bonne année à vous. Bonjour, monsieur Alain, et bonne année à vous également. Je suis très heureux d'être sur ce plateau ici. Merci beaucoup. Je l'ai tant suivi chez moi à la maison. Je me disais quand je pourrais prendre l'opportunité de prester ici. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, la balle est dans mes pieds. Je vais prouver aux gens qui nous suivent, aux téléspectateurs, en quoi nous sommes capables, qu'est-ce que nous sommes appelés à donner à la population qui nous suit. Je profite par cette occasion aussi saluer mon président du parti politique Avenir du Grand Congo, Okay. Jean-Calvin Bouessolo, c'est l'initiateur du parti. Et je salue aussi les secrétaires généraux Gilbert Mbouta, les secrétaires généraux adjoints, messieurs Vianney Bokolamba, Levepen Brino, Levepen Dona et Fidèle. Pourquoi pas les CGA Camille Asimbo. C'est sur ce plateau que je vais profiter. Dans tous les plateaux que je passe, ma force émane de Dieu créateur et de mes ancêtres. Je suis fils des ancêtres des clans de Kimpasisi Tomba Tombola Mbongo Samu Tona Kumudinzadi Engongolo Pemambisi Mazingo Kama. Santé, je n'ai pas la force de prester ici ou de marcher. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous commençons avec la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est depuis hier que les Kinois, qu'on le dise à Lingala, ba obimana ubangi, a habité à transport, toi aux transporter. Parce que il y a un contrôle qui a été lancé par l'hôtel de ville. Le contrôle devait débuter hier. Mais hier, on n'a pas vu les agents sur les grands acteurs comme promis. C'est la même réalité aujourd'hui. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce opportun de faire ces contrôles à ce moment? Merci beaucoup pour cette question pertinente. J'aimerais d'abord dire que
Nous devons analyser ces faits ensemble parce que nous venons de dire que et la population qui vague dans les locaux de l'État et lui, l'État, tous nous avons cette responsabilité. C'est-à-dire, si vous allez dans un pays émergent, c'est lorsque le citoyen paye l'impôt qu'on se retrouve devant un pays développé. Et au départ, l'État, lorsque les citoyens souverains, primaires, congolais, ailleurs, payent l'impôt, c'est l'État maintenant a la responsabilité de rendre aussi les meilleurs à la population. Maintenant, la question qu'on doit se poser, parce que si vous faites les bilans, vous avez dans cette gestion de la ville, il y a eu au moins 4 vignettes qui sont demandées au niveau de la population. Lorsque vous payez ces vignettes, c'est-à-dire la population doit rassurer que il doit vaguer sans problème, sans embouteillage. Il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait une ville bien électrifiée, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait aussi une ville bien sécurisée parce que même si je conduis, si je suis en insécurité, ça vaut pas la peine. Même si je conduis dans une ville moins électrifiée, ça vaut pas la peine. Si je conduis dans une ville où il y a l'existence des autoroutes, c'est un sérieux problème. Actuellement, nous sommes face à un problème d'inondation quand tu le plais. Est-ce que la gestion de la ville est entre les bonnes mains? Parce que moi, je me dis, Daniel Bumba n'est pas la personne concise, en fait, qui est choisie par les régimes en place pour bien conduire cette machine de la ville de Kinshasa. Parce que cette ville ici égorge au moins 99% du budget. Si vous enlevez seulement des communes, peut-être qui ne dépendent pas vraiment du budget normal, vous prenez la commune de Maluku. À la fin, vous allez faire cet exercice-là. Vous avez la commune de Maluku qui a au moins une superficie de 7498 km². Vous avez aussi la commune d'Nsele qui a au moins 899 km². Et vous enlevez, vous aurez un budget de 3,30%. C'est-à-dire, vous avez au minimum 90 et quelques % qui est égorgé. Ici, c'est à Kinshasa. Mais venez voir ce qui s'est passé à Kinshasa. Il y a l'inexistence de l'autorité de l'État. Les agents de l'État qu'on est en train de former, avant, et il y en avait autant d'abord. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre de ces agents? Parce que le travail qu'ils doivent faire, c'est celui maintenant d'éradiquer l'éducation des conducteurs, de la population congolaise. Je vous prends un mot. Est-ce que le problème de la ville de Kinshasa, c'est Daniel Bumba ou c'est l'absence de l'autorité de l'État? Je m'explique. Nous avons connu le même problème. Ngobila est passé, nous avons connu le même problème. Bien que du côté de l'Union sacrée, les communicateurs de Ngobila et de Gentini se tirent à boulet rouge. Mais nous avons connu le même problème. Les inondations, on a ravé à la gestion de Ngobila. Mais pourquoi cela prend un peu de l'ascendant au niveau de la gestion de Daniel Bumba? Vous faites un parallélisme entre la gestion de Daniel Bumba et celle de Gentini Ngobila. En soi, si vous constatez, moi je dirais que déjà Ngobila, c'est quelqu'un qui avait façonné, qui avait créé un cercueil. Déjà, il n'était pas dans la bonne main, parce qu'il est dans la bonne voie plutôt. Si vous voyez la gestion de Ngobila, la ville commençait aussi à disparaître déjà. Alors, avec l'ajout, l'imposition du candidat de l'IDPS par le biais de la maman le président de la République qui a donné Bumba comme gestionnaire de cette ville-ci, c'est maintenant que Bumba est venu parce que les problèmes se posent à quel niveau? Il y a un système, il y a un problème de compétences, d'expérience. Le système ici, c'est un système qui bloque. Lorsque vous avez une capacité de faire les choses, automatiquement, vous êtes étouffé quelque part. Mais est-ce qu'on doit se poser la question? Daniel Bumba était le candidat potentiel pour gérer la ville de Kinshasa? Non. En soi, la compétence n'y est pas. Vous le constatez. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ces points-là. Daniel Bumba, c'est quelqu'un, moi, je dirais que peut-être on pouvait lui donner même une rue, il pouvait gérer, mais pas une ville de Kinshasa. Le mal de Bumba, c'est quoi? Parce que seulement, il a lancé cette opération mixte permanente, parce que s'il faille qu'on regarde bien, la vignette c'est pour l'exercice 2025. Nous sommes en 2026. Il a le plein droit de contrôler. L'assurance c'est pour une année. Si vous ne payez pas au débit, l'hôtel de ville n'a pas le droit de contrôler. Le contrôle technique, l'hôtel de ville n'a pas le droit de contrôler. En dépit de ça, comment est-ce que vous pouvez être sur la grande route en train de circuler, vous circuler avec 2 millions de Congolais sans avoir un permis de conduire? Où est le mal dans cette opération lancée? Personne, je ne pas dit qu'il ne faut pas payer
ces impôts-là, parce que je le disais de l'entrée des jeux de l'émission, qu'un citoyen qui paye impôt, c'est celui qui prévoit déjà l'émergence de sa patrie. Okay. Un citoyen déjà qui pense qu'il est redevable à l'État parce que nous fréquentons la terre de l'État. Donc, il est obligé, il doit se soumettre à répondre à la volonté de l'autorité de l'État. Mais je disais, qu'est-ce que l'État réserve de sa part pour la population qui paye tous ces impôts-là? Parce que la population s'élève et dit non, je vais payer la vignette, je paye $70, je vais payer les permis de conduire, ça $20, les contrôles techniques, c'est $80, et vous avez encore l'assurance qui vaut à $294. De tout, vous avez $564. Un citoyen déjà qui a payé tout cet argent-là, mais qui quitte chez lui à la maison à 5 heures pour arriver en ville à 11 heures. Est-ce qu'il est important que les citoyens paient l'impôt? Mais sous d'autres cieux aussi, il y a des gens qui quittent la maison à 4 heures pour aller travailler. Est-ce que c'est là le problème du gouvernement? Si vous acceptez de vivre dans la périphérie de la ville, que vous travaillez à Gombe, vous n'allez pas me dire que vous allez quitter la maison à 8 heures. Vous allez quitter tôt parce que le travail commence à 8 heures. En fait, ma question, c'est celle de savoir. Parce que cette logique, cette mission lancée hier, le 26, fâche plus d'un Congolais. Moi, je suis parmi les personnes, quand je vis l'affiche qui circule sur les réseaux sociaux, je m'ai posté, je me suis dit, mais oh, qu'il nous quittait. Parce que je me disais, je me mettais à la place de ces personnes qui n'ont pas tous ces documents, qui doivent s'en procurer. Donc, il faut débourser $564. Mais quand j'ai commencé à faire des analyses, je me suis dit, Congolais père, on soit à Randoki. Autant que ça me tourne des choses en permis. Donc, faut banda pas qu'on soit permis. Au Zélaté, hôtel de ville a lancé contrôle, nous qui ne pas permis. Ça, c'est de 1. De 2, Moutouka pour bima, faut en assurance. Parce que au Zélakaka, hôtel de ville va lancer opération à contrôle assurance pour que nous soyons assurance, alors que le véhicule est assuré en amont. Non, le problème, c'est quoi, monsieur les journalistes? Ce n'est pas que Congolais a beau qu'on assurance, ni ko futa vignette na eto ko kende na mutuka na problème technique. Problème ezali ko se situer na niveau ya entité ou ezali ko gérer personnel wana parce que bato bazo ko circuler na ville province de Kinshasa, ils sont gérés par les gouverneurs de la ville province de Kinshasa, y compris toute autre structure ministre provincial des transports, bangonde bazali ko gérer tous ces personnels là. Mais mutu azali ko zonga sima, il devient un peu réticent face à ces régimes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se sacrifie. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il y a un Congolais qui gagne moins. Je ne pense pas qu'il y a un Congolais qui est rémunéré au-delà de $1000 aujourd'hui dans notre pays. Il y en a pas. Les maximum de salaire d'un Congolais, c'est dans les $250. Maintenant, vous imaginez que la personne... Lequel de Congolais vous parlez? Je parle des Congolais dans l'ensemble. Je ne dis pas une fraction du peuple qui sont dans les institutions politiques. Non. Les vrais Congolais, ce sont ceux qui sont dans les... Le salaire aussi est catégorisé. J'ai dit ceci. Ah oui. Prenez votre micro, commencez à sillonner les avenirs, vous parlez du je parle de parce la que population. Le professeur d'université, c'est plus de je dis bien. Le médecin, le grand médecin, c'est-à-dire le médecin avec une carrière, le médecin qui vous touche 3 millions de francs. Tous ces gens que vous venez de citer là, pour moi, on les appelle une fraction du peuple parce que ce sont eux qui gagnent plus. Vous savez, dans un pays développé, l'augmentation des salaires ne commence pas par des hautes personnalités. Ça prend d'abord les huissiers, ça prend les fonctionnaires. Parce que l'argent de tous ces ministres-là, de DG, ne circule pas sur l'ensemble de l'État congolais. Leur argent, c'est ailleurs qu'on le retrouve, où ils achètent des immeubles, ils envoient leurs enfants pour aller étudier. Mais l'argent que vous gagnez, fonctionnaires, journalistes, c'est l'argent que votre madame, votre femme et les enfants payent les frais scolaires, ils partent dans le marché pour acheter. Et lorsque tu as déjà $200 avec le pouvoir d'achat actuel, on a un sérieux problème. C'est de là où je suis. Au niveau de la ville-province, nous devons nous rassurer que lorsque moi je paye l'impôt, tout ça, je réponds aux devoirs de l'État. Mais qu'est-ce que l'État doit à son retour vis-à-vis de la population? Je venais de dire ici, nous sommes dans une ville où déjà les routes sont inexistantes.
Ici, quand il pleut à Limete, vous ne pouvez pas circuler. Et ici, quand il commence déjà à pleuvoir, même dans la grande transport, vous ne pouvez pas marcher. Et qu'est-ce que l'État, les gouvernements est en train de faire avec toutes les recettes qui sont en train d'encaisser? C'est là où l'État est malhonnête. C'est une forme d'escroquerie vis-à-vis de la population. Parce que vous ne pouvez pas m'imposer à payer. Et je paye, mais je ne vois pas la concrétisation des faits de ce que moi je payais. C'est là où maintenant, la population maintenant a commencé à avoir peur. Il dit, vous suivez ça dans les médias tout le temps. Population a abandonné presque. Donc, les villes à Kinshasa, ce n'est pas une ville en soi. C'est pas vrai que moi, d'ailleurs, et notre parti, dans les projets à venir, une fois au pouvoir, nous sommes en train d'écrire un plan. Nous devons délocaliser la capitale de Kinshasa. D'ailleurs, ça sera... Nous avons combien de provinces? Nous avons plusieurs provinces, au moins 26 provinces. Je vous donne qu'il y a des pays qui sont développés comme ça. C'est-à-dire, dans la Constitution, on prévoit une loi. Après 20 ans, vous déplacez, vous délocalisez la capitale. Parce que lorsque les gens construisent en Mbandaka, les investisseurs vont aller en Mbandaka. On s'imagine maintenant qu'il y a la présidence là-bas où il y a la primature. Et après 20 ans, cette ville de Mbandaka sera développée. Vous serez d'accord avec moi de quitter Congo central, de quitter Bunagana où que vous soyez, pour aller vivre en Mbandaka parce que la vie est passable. Mais ici à Kinshasa, comme je venais de dire, si vous prenez les simples calculs que nous faisions, j'avais dit, vous prenez seulement les 2 communes de Malou qui sont isolées, plus reculées d'ailleurs. Vous prenez ça, donc vous multipliez par 2 345 440 000 kilomètres carrés que nous avions. Vous allez comprendre que Kinshasa est gouverné par des sorciers qui ne pensent que, et si Kinshasa déjà égorge tout en sel. Comment vous pouvez appeler le dirigeant des sorciers? Mais, lorsque vous avez un devoir, vous êtes parent, et à la maison, vous avez des enfants. Les enfants ont les devoirs envers vous, vous avez les devoirs envers le parent, vous devez les envoyer à l'école, vous devez les nourrir. Mais un papa qui n'est pas capable de scolariser ses enfants, peu importe le moyen, un papa qui n'est pas capable... Heureusement que vous parlez déjà de peu importe le moyen. Non. Quand je dis peu importe le moyen, c'est-à-dire par rapport à la subvention que les parents reçoivent, il doit chercher une école de sa mesure pour que ses enfants puissent avoir le diplôme. Mais ici où nous sommes, l'État congolais n'est pas à cette mesure-là. Il est dans une mesure où il vous impose la loi. Il prend tout ce que vous avez. Prenez des motards là qui circulent Nabaré, bazo fout sa taxe. Je suivais l'un du conseil, il y a hôtel de ville, là, qui disait, ces motards là par jour, coûtent plus de 8 millions de dollars. Alors, tout cet argent prennent les jambes, ça part où? C'est de là où je dis qu'il y a un problème de la sorcellerie. Et lorsqu'on est devant... Pas de la mauvaise gestion. Non, ce n'est pas de la mauvaise gestion. Parce que si quelqu'un a besoin que lui puisse être bien avec sa famille, mais ne tient pas compte que les autres doivent se nourrir aussi, c'est là où se pose un problème. La dernière question pour que nous puissions aborder le bilan de l'année 2025 sur le volet sécuritaire. La mission devait commencer hier. On avait promis 3000 agents dans les grandes artères de la ville. Rien n'a été fait. On a promis que ça devait se faire aujourd'hui. Au moment où nous tournons cette émission, nous aurons appris que ces agents qui devaient descendre dans les rues pour faire ce travail seraient encore en train de faire la capture au stade des Martyrs pour avoir le badge. Alors que le BES, c'est-à-dire le bulletin de service, a été signé pour le 26 janvier. Alors, ma question est celle de savoir. Déjà, ces retards connus au déploiement de ces personnes qui doivent faire ce travail ne serait pas à la base de l'échec de l'opération. Monsieur Alain, vous devez comprendre d'abord que c'est là où l'État devient irresponsable. Parce que vous ne pouvez jamais signer un bulletin, soit des payes pour tes employés, et puis vous le dites que les 23, je vais virer les salaires et qu'ils ont déjà été à mesure de savoir que demain nous serons servis. Mais cela n'est pas le cas. C'est pour vous dire que les problèmes de la ville de Kinshasa, c'est déjà la tête. La tête n'est pas déjà bon. Donc, dans le système de la gestion de la ville, il y a un problème, il y a la privation de l'expérience et des compétences. Parce que si au moins on s'était fait entourer des hommes capables qui maîtrisent ce secteur, qui ont l'amabilité, la gestion de cette affaire courante de l'État, on ne serait pas allé de cette situation-là. Et moi, je dis qu'ils peuvent même ou ne pas arriver à ce point. Ça sera un point d'avantage pour la population. Vous pouvez me poser la question, pourquoi? Parce que l'État congolais n'a aucun bis sur le lieu public. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, ils vont commencer l'opération demain. Parce qu'il y a encore, ils traînent
par rapport au problème de la capture. Mais demain ou après-demain, d'ailleurs, depuis hier, il n'y a pas de bis dans les lieux publics. Et je vous dis, nous avons fait pied hier et aujourd'hui. Et quitter d'y arriver en ville, vous pouvez dépenser pas moins de 25 000 francs. Maintenant, si ils prenaient cette opération-là, ils lançaient ça sur le champ, les victimes, c'est la population qui se réveille à 4 heures, à 5 heures pour aller chercher quoi manger en ville ou ailleurs. Et maintenant, l'État n'a pas les bis. L'État qui doit maintenant priver parce qu'il veut que les chauffeurs soient en conformité avec leurs règles, mais l'État lui-même n'a pas pensé à disposer le bis pour faciliter la vie facile aux citoyens. C'est là où maintenant l'État devient irresponsable. Il devient un vrai obstacle vis-à-vis de la population. Maintenant, moi, je préférais que les particuliers qui ont des bis, que cette mesure traîne encore sur la table, parce que même si on paye cet argent-là, qui vont le prendre? Ça va aller où? C'est aussi un manque à gagner pour l'État. Un manque à gagner pour un État qui n'est pas capable de résoudre les problèmes de ses concitoyens. Un État qui lui veut qu'il soit satisfait de ses besoins, mais lui ne veut pas que le peuple est en danger. C'est quel État ça? Le statut de l'État, c'est celui qui est capable de donner solution à un problème. C'est comme un responsable, c'est celui qui est capable de donner solution à un problème qui bloque même déjà tout ce qui est aux alentours de lui. Mais si l'État n'est pas à cette mesure-là, c'est-à-dire ce manque à gagner pour l'État lui-même et pour la population. Mais moi, je pense que le manque à gagner serait du côté de la population qui se réveille pour aller chercher le maigre, les petits moyens de salaire là qui survivent dans leur famille. Donc, je ne vois pas un problème qui peut aujourd'hui donner le béquille à Daniel Bumba, même si ça attarde encore. Ils peuvent rester là-bas. Ça peut même ne pas aussi être appliqué. Ça va faire quoi à la vie des Congolais? Est-ce que ça va donner quel rendu? On aura des routes? On aura... Mais les routes sont en train de te construire. Vous avez vu ça? Mais oui. Vous avez vu ça? Je vous donne un exemple simple. Kabinda, du coin de rond-point du coin de Willery jusqu'à vers Bokassa. C'est déjà en train d'être fait. C'est vrai que moi, ce que je déplore, c'est sa lenteur. Ça, c'est vrai. La lenteur, oui. Mais vous prenez une partie de Bokassa. C'est aussi en train d'être fait. Le problème, c'est aussi la lenteur dans l'exécution. J'ai même vu quelqu'un dire, qui parlait les shifts que le gouverneur est en train de mettre en place pour le contrôle, il pouvait les mettre pour la construction des routes. Ça, c'est juste pour blaguer. Mais du moins, il y a des choses qui se font. Bien que c'est lente, mais il y a des choses qui se font. Moi, ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Je dis ce que je vis. Quand vous êtes sur Willery, l'église protestante Kitega, il y a l'avenue qui suit après la station. On a créé une route qui va sortir jusque vers 24. Donc, quelque part, il y a ce qui s'est fait. Mais peut-être sur le plan, sur l'échelle de ce que veulent voir les Congolais, ou sur l'échelle des réalisations de la ville de Kinshasa, sur la balance, ça ne tient pas encore. Peut-être ça. Moi, j'ai l'impression que... Aujourd'hui, Kabamba est en train de subir cette réhabilitation. Les gens sont tellement plongés dans une confusion totale. J'ai l'impression que lorsqu'on parle de la gestion de la ville, les gens ne voient que de petites avenues qui sont aux alentours de l'hôtel de ville. Vous savez, en réalité, oui, lorsque déjà vous êtes même à Mongapula, oui, vous êtes dans le centre-ville. Parce que c'est le siège des institutions, c'est la capitale. Ne voyez pas Gombe là, les 3 petits hectares là qu'on a, non. La ville, c'est toutes ces communes là qui entourent la ville de Gombe. Donc, on pouvait commencer d'abord à donner solution là où les gens quittent de plus profond là pour venir ici en ville. Si vous me donnez l'exemple des petites avenues bétonnées ici, vous prenez comme vous venez de citer l'avenue Kabambar, c'est combien de kilomètres? Mais vous avez l'enveloppe qui est à côté avec ces travaux ici. Et le délai même déjà est périmé, c'est obsolète. Vous comprenez? Donc, je vous dis, nous sommes devant une situation où même l'État lui-même ne sait pas quoi qu'il veut faire devant la population ou devant même son plan d'action. Et parce que ils ne savent pas définir déjà les programmes de l'État dès le départ. Les programmes des sociétés ont été mal définis. Il y a un bazo tambola, baké à gauche, baké à droite, c'est l'eau mais tout ce que nous voulons, c'est quoi? Parce que nous ne sommes pas des opposants qui n'apportent pas de solution. Oui. Nous sommes des opposants éducatifs. Nous faisons une opposition éducative. On n'insulte personne. Nous apportons des solutions. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que l'État puisse répondre à la donne de la population. Lorsque la ville est urbanisée déjà, nous serons quand même très bien. Nous serons quand même bien, même s'il pleut, même s'il ne pleut pas, les gens vont marcher librement, sans problème. C'est là où nous voulons que M. Tshisekedi et ses ministres, ses gouverneurs puissent arriver, mais malheureusement,
ils n'arrivent même pas à faire mieux et de ce que la population exige. Voilà. Ils n'arrivent pas à faire mieux de ce que la population exige. Moi, je pense que les travaux, c'est fond. C'est vrai que ce n'est pas au cours de bâtons magiques qu'on peut trouver des solutions. C'est pas pour des mandats on peut trouver solution. Il faut une mission et non un mandat. Moi, je ne suis pas dans cette logique de gens qui parlent de mission. La Constitution est claire. C'est aussi ça l'honnêteté intellectuelle. Il faut savoir la respecter. Effectivement. C'est ça l'honnêteté. C'est-à-dire, les États-Unis aujourd'hui, pas parce que Trump a fait tout ce temps. Non. Il a fait son temps, il est parti. Clinton a fait son temps, il est parti. Évidemment. Kennedy a fait son temps, il est parti. Quand vous faites bien votre travail, vous resterez dans les têtes des Congolais. Je pense que les choses se font avec une grande léthargie, parce que, à mon humble avis, et on dirait, on va passer à la mais c'est que j'ai vu, je parle de l'avenue Kassavoum, j'ai vu, parce que je suis non loin de l'avenue Kassavoum. Le samedi et dimanche, on a rajouté de l'enrobé en commençant par Pont Gabi jusqu'à Kabamba. Aujourd'hui, en sortant, ils sont en train de continuer d'ajouter l'enrobé pour aller jusque vers le point de Boulevard. Je pense que vous avez aussi eu le courage de quitter Victoire, arriver à Rond-Point Ngaba. Vous avez eu aussi le courage de quitter Pompage, arriver à Mboudi. Et prendre même le courage de quitter Kitambo Magazé et entrer dans toutes ces avenues-là jusqu'à l'avenue Kassavoum. Je comprends, monsieur Roger. Monsieur Roger. La ville est ingouvernée. Il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. La ville a des dirigeants. C'est normal qu'il y ait de failles. Nous tous, nous déplorons. Jusqu'à quand moi, je n'ai jamais encouragé. Jusqu'à quand on va continuer à justifier cette faille? C'est ce que je dis. Nous déplorons. Alors, nous en appelons aux autorités qui peuvent prendre des décisions. Le problème, c'est parce qu'ils amènent des gens qui n'ont pas d'abord la vision. Parce que tout État développe par rapport à la vision. Si vous n'avez pas une vision, c'est difficile de faire de bonnes choses. C'est ça la cause. C'est ça la cause. S'il y a des gens qui viennent automatiquement, ils deviennent gouverneurs, ils imaginent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup. Nous prenons le bilan de l'année 2025. Nous allons parler du volet sécuritaire parce que c'est plus ça qui nous a beaucoup dérangé. Qui dérange jusqu'à ce jour. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, s'il faut parler bilan sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo, vous dites quoi? Je n'aimerais pas pêcher d'abord au début de cette question, mais sur le plan sécuritaire, l'État congolais a catégoriquement échoué. Parce que si l'État a donné un bon rendu sur le plan sécuritaire, Bunagana ne serait pas prise par les... Mais Bunagana, c'était déjà même avant. Non, je parle de 2025. Je parle de l'autorité de l'État. Okay. Bunagana, ce n'est pas une seule étrangère. Nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, on regarde déjà la source du problème. Okay. C'est-à-dire, toutes ces zones-là ne devaient pas être occupées. Nous arrivions en 2005, nous avions connu encore la prise de Goma, Bukavu, oui. Uvira. Les grandes villes. Voilà. Et ce sont des villes très stratégiques. Vous allez constater aujourd'hui, depuis la prise de Bukavu et Goma, il y a un sérieux problème. Il y a une instabilité financière au niveau de la ville province de Kinshasa même. Sur toutes les institutions, c'est affecté. Parce que c'est parmi des provinces stratégiques qui ramènent plus de recettes au niveau de la capitale. Kinshasa en soi ne finance pas. Kinshasa il peut donner au Congo central ce qui est venu de Maniema. Il peut donner le financement de Maniema aux gens de Katanga. Mais ici, on veut que cet argent-là arrive, ça entre dans les enveloppes kaki, et chacun sait là où il peut partir. Mais catégoriquement, s'il faut vraiment être réaliste, parler de la situation sécuritaire 2025. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Mais c'est du fiasco. C'est du fiasco, mais il y a eu un balai diplomatique. Nous avons commencé par Luanda, Nairobi. Nairobi qui n'a pas tenu, nous sommes revenus à Luanda. Luanda qui n'a pas encore tenu, nous sommes partis à Doha, où on attendait même la rencontre de Félix Tshisekedi avec son homologue Paul Kagame. Ils se sont retrouvés. Effectivement. Ils se sont retrouvés à Doha. Alors, ma question, c'est celle de savoir. Vous dites que sur le volet sécuritaire, nous avons failli. 2025, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Que faire à ce stade pour avoir la solution dans l'Est?
C'est vrai que vous venez d'évoquer sur ce plateau, au lobby, dans le baron Lingala, bino vos oppositions éducative. C'est-à-dire, vous venez pour éduquer et construire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, à Jeko, Koya na likanisinaï, lelo, pour que vous savez, en passant, je dirais, la GECO, c'est parmi les partis, si vous suivez dans nos déclarations politiques, on a eu à demander au pouvoir en place de pouvoir ériger un mur de sécurité pour nous et dans d'autres pays de la région du Grand Lac. C'est encore de l'argent, écoutez, non, c'est encore de l'argent. Les enveloppes aussi qui circulent la nuit en plein centre-ville, c'est combien? Ici, on venait de distribuer les voitures à nos supporters qui sont allés au Maroc, qui n'est pas aussi mauvaise parce qu'ils ont mérité, ils ont fait un petit travail, louable quand même. Mais tous ces gens-là qui détournent l'argent des projets, il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée provinciale, Mbandaka, il y a Matadi et tout. Cet argent-là, si on prenait ça, on investit dans l'armée. Je vais reculer un peu dans l'histoire. Vous savez, si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est parce que l'État s'écarte de certains services. Pour qu'il y ait une sécurisation équitable dans un État, il y a des services apparents militaires qu'il faut associer avec la police et l'armée congolaise. Okay. Je peux vous donner l'exemple. Nous avons des services tels que la brigade douanière, vous avez l'OCC, vous avez l'ONATRA. Ils ont des services apparents militaires, la DGM. Ils ont ces services-là qui travaillent en synergie, en collaboration avec les groupes, avec l'armée congolaise pour le fait que les pays ne soient pas occupés par les infiltrés, par nos ennemis. Mais nous devons aussi regarder que des fois, nous avons une infiltration au niveau de l'interne qui fait assez que les institutions telles que l'armée congolaise puissent être fragilisées. Vous avez suivi les porte-paroles de l'armée qui a tenu une petite déclaration pour ce qui concerne la situation de Mobondo. Oui. Il a dit que tout ce qui se passe là-bas, les auteurs de toutes ces choses qui se passent là sont les proches du président de la République. Est-ce qu'on a mené des enquêtes? C'est ce qui se passe encore à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est nous qui perdons. Lorsque Goma est prise, Bukavu est prise, nous avons de grandes barrières. Vous avez la grande barrière de Goma, vous avez la petite barrière de Goma, vous avez Ishisha, Wacha. Toutes ces barrières produisent de l'argent. Mais aujourd'hui, qui encaisse? Qui en bénéficie? C'est l'AFC M23. Comme on nous dit qu'on le ramène au Rwanda. Là où les AFC M23 sont rentrés avant de venir occuper Goma, Bukavu et tout, ils sont entrés par Bunagana. Bunagana qui est une cité frontalière avec l'Ouganda, mais contrôlée aussi avec une armée qui est en connivence avec l'armée congolaise. Mais comment ils ont permis à faire que ces ennemis puissent se mettre vraiment calmes à franchir l'État congolais? C'est-à-dire, nous sommes infiltrés dans tous les niveaux. Et la situation sécuritaire de notre pays, il y a des études qu'il faut mener. Dans l'armée, il faut savoir d'abord définir un système terrorisme congolais. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup de professeurs qui chantent aujourd'hui partout, je suis professeur, mais ils n'ont jamais été à mesure d'écrire un livre pour commencer à détecter l'infiltration ou la menace congolaise. Donc, si on arrivait à définir le système terrorisme congolais, c'est-à-dire on identifie d'où la menace ou les menaces proviennent pour venir nous menacer. Et lorsqu'on détecte ces menaces-là, quels sont les moyens qu'il faut déployer? Vous avez l'armée, vous avez des généraux qui sont habilités à mener des enquêtes sur le lieu des conflits. Allez mener les enquêtes comme l'or. Aujourd'hui, plusieurs généraux sont accusés de traîtres qui sont aux arrêts parce que il semblerait, je reste parce que jusque-là, le verdict de procès n'est pas encore tombé, mais nous savons que plusieurs généraux serrés sont aux arrêts parce que ils serraient, je suis dans les conditionnels, ils serraient en connivence avec les rebelles. Alors, vous parlez de renforcement de cette armée, de service. Est-ce que vous pensez que après qu'il y ait renforcement, le problème se termine? Parce que nous savons tous aujourd'hui qu'en dehors de cette menace infiltrée, nous avons aussi cette menace extérieure qui reste le Rwanda, bien que des accords signés, bien que, mais jusqu'à ce jour, il y a encore des menaces extérieures, parce que il y a, je crois, récemment, la fin de la semaine, l'ambassadeur rwandais aux États-Unis a écrit au sénateur américain disant que l'accord signé à Washington leur permet actuellement de vivre normalement, bien qu'il y ait encore des poches de résistance, bien aussi
on s'accuse. Quand je dis on, c'est-à-dire la République démocratique et le Rwanda s'accusent mutuellement, disant que si la paix totale ne revient pas, c'est parce que soit c'est la RDC qui ne respecte pas les cessez-le-feu, soit c'est le Rwanda qui ne respecte pas les cessez-le-feu. Alors, pensez-vous que dans ce que vous venez de dire, dans tout ça, pour que la paix revienne, il faille qu'on aille dans cette logique dont vous évoquez. Parce que les généraux de la République les a tout donné, mais ils seraient accusés de traître. Est-ce que vous pensez que... D'accord, sur cette question-là, je suis très sidéré toutefois quand j'apprends qu'il y a des généraux qui sont poursuivis et arrêtés. Nous faisons face à une justice qui n'a même pas d'abord confiance en soi. On ne peut jamais arrêter quelqu'un par rumeur. Les arrestations qu'on constate aujourd'hui, ce sont des arrestations par rumeur. Vous aviez entendu il y a 4 jours passés, il y a eu la libération du général Yav, qu'on doit détenir pendant plus de 8 mois. Un officier supérieur militaire, mais vous l'arrêtez par rumeur, par manque d'éléments concrets. Donc c'est pour vous dire que même déjà les systèmes, les services d'intelligence des forces armées congolaises est zéro, est nul. Parce que lorsqu'on a un service d'intelligence dans l'armée, on ne peut jamais arrêter quelqu'un par rumeur. On doit avoir des alibis qui attestent en soi la personne qui a des culpabilités qui pèsent sur lui, et toutes ces culpabilités sont approuvées et sont vraies et non fausses. Maintenant, lorsque vous arrêtez tous ces généraux-là, il y a déjà au moins 3 qui sont déjà libérés. C'est-à-dire les casiers judiciaires est vide, je dirais, ils sont des innocents. Maintenant, on va continuer à arrêter des officiers. C'est dans cette même logique encore qu'ils sont en train de déstabiliser de plus en plus encore les forces armées congolaises. Parce que même des autres généraux qui sont restés au front, ils auront peur. Même s'il a besoin de donner des injonctions à sa bataillon, il a peur peut-être que ces messages peuvent être mal traduits par ceux qui nous contrôlent, parce que l'armée est un instrument de la politique. Ce sont des autorités qui coiffent l'armée, qui peuvent prendre des décisions à n'importe quand. Moi, je pense qu'il faut d'abord stabiliser les services d'intelligence de nos forces armées. Et lorsque vous évoquez que nous avions commencé par Doha, ça n'a pas tenu, Nairobi, on se retrouve aujourd'hui à Washington, qui peine de sa mise en œuvre. Si nous sommes arrivés là-bas, c'est par cause de la faiblesse de la diplomatie congolaise et par cause de la faiblesse de l'autorité de l'État congolais. Je vais m'expliquer. Vous savez, nous sommes un État souverain et indépendant que nous avions hérité depuis le 30 juin 1960. Lorsque nous sommes un État souverain indépendant, nous sommes obligés de prendre nos décisions nous-mêmes. Vous avez 2 questions qui régissent l'État. Il y a la légalité, il y a la légitimité, qui constituent dans un État le soubassement juridique sur le plan du droit de la reconnaissance du droit international public. C'est-à-dire, lorsqu'on est menacé, la RDC n'est pas obligée d'aller aux États-Unis demander la permission. Non, on doit agir comme un État souverain et indépendant. Mais là où une partie du pouvoir de notre sol est en train d'être cédée, c'est lorsqu'on pense qu'on pouvait finir la situation de l'Est avec la diplomatie de Trump. Je vais vous donner un exemple, monsieur Allège, s'il vous plaît. Terminé. Partout où Trump a mis les pieds, il n'a jamais eu la paix. Je vous donne Cambodge, Palestine, les conflits entre Israël et Palestine dans la ville de Tel Aviv, vous connaissez comment nous sommes. Vous êtes en Thaïlande, vous êtes en Liban. Trump n'a jamais apporté une solution. Il a essayé encore de rôder la situation, les faire les conflits entre Ukraine et la Russie. Ça pose toujours un sérieux problème. Et vous avez vu, c'est lui à qui vous voulez qui vous amène la paix. C'est qu'il a fait à Maduro, car bien même que Maduro était hors partant de la démocratie dans leur État, parce qu'il opprimait encore la souveraineté nationale. Mais Trump ne devait pas agir ainsi. Et la même personne que vous appelez parce que vous prétendez qu'il doit apporter la paix, nous devons agir par rapport à notre souveraineté que nous avons connue depuis le 30 juin. C'est lui-même de l'élite qui est Lumumba.
et nous et Laurent Désiré ont mené pour que nous soyons autonomes et indépendants et de ne jamais trahir et de résister à l'oppression. Mais le fait qu'on n'arrive pas à comprendre toutes ces luttes-là, c'est là maintenant on se laisse, on oublie même que nous avons une armée. Et l'armée qui devait faire face... Il fallait se battre au moment où on était sous embargo. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il s'est battu, on a levé l'embargo. Il fallait faire des réformes, racheter des armes. À ce moment-là, Antonio Guterres nous a dit l'armement qu'a les rebelles du M23, même les Nations Unies n'en avaient pas. Alors, d'abord, lorsque vous parlez de la situation de l'embargo, mais on a défait les M23, nous sommes en 2012 avec le président Joseph Kabila Kabang, c'était avec quelles armes? Parce que les M23 sont venus avec un cahier des charges, que certains appellent un accord. Il n'y a pas eu un accord, c'était un cahier des charges. Et leur soumission, nous avions dit non, on ne peut pas aller parce que l'État congolais nous appartient. On ne peut jamais partager ce qui appartenait aux populations congolaises ou à la population congolaise avec d'autres pays. Lorsque vous évoquez cette question d'embargo, mais vous avez assisté à des journées de l'indépendance, les défilés, comment on vous a présenté les équipements militaires. De cet embargo qui est aujourd'hui sous le président Tshisekedi, qu'il a d'ailleurs enlevé, mais l'armée est incapable de faire face à l'ennemi. Et il y a que des replis stratégiques. Non, ça c'est hyperbole, ça. Ça c'est une utopie qu'on ne peut jamais aller dans ce sens-là. Moi, je pense que la responsabilité de l'État, c'est de vêtir, de construire une armée par rapport au respect de nos droits et au respect de nos lois, au respect de nos tests. Mais si vous attendez que cette armée devienne forte par rapport à l'appui de Donald Trump, Trump ne viendra pas dire aux Congolais battez-vous. Macron ne viendra pas dire aux Congolais battez-vous. Nous sommes sur le fait d'une prise en charge. C'est-à-dire nous sommes menacés. Nous sommes agressés. Qui même cette guerre, ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais publié que nous sommes en guerre. Ils parlent de l'agression, mais ils n'ont jamais cité. Même dans l'accord qui a été signé, lisez le chapitre D, qui parle de l'intégration des groupes rebelles, mais on ne parle pas que les Rwandais nous agressent. On ne parle pas que non, nous sommes dans un état de guerre. Sur tel les cas, le président devait faire comme son homologue Paul Kagame avait fait. Il a même le fait au niveau du conseil des ministres, les deux chambres en discutent, pour venir brader, piller nos minéraux d'une manière illégale. Et tu sais qu'il n'a pas fait ça. Il a engagé l'État comme il le fait d'habitude lui-même. Donc c'est le manque de respect aussi qu'on a dans quelque chose. Une dernière question. Une année après la prise de Goma, vous avez évoqué ici Goma, une ville stratégique qui permet à ce que la République puisse aussi renflouer ses caisses financièrement. Mais aujourd'hui, ça fait une année que Goma est sous l'emprise de l'AFC M23. Le président français Paul Kagame, plutôt Emmanuel Macron, s'est battu pour que ne serait-ce que l'aéroport soit réouvert pour que ça permette à ce que le ravitaillement humanitaire puisse atterrir par là, parce que là où il y a la guerre, ou là où est passée la guerre, vous connaissez les dégâts qu'il y a. Mais jusqu'à ce jour, pas toujours de solution. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la prise de cette ville de Goma depuis une année? C'est par rapport à votre question ou pensée que vous venez de dire que Macron se bat à ce qui est réouverture de l'aéroport de Goma pour des ravitaillements parce qu'il y a la zone à compte des problèmes. Et c'est de là nous revenons encore à la question précédente. Je me dis, où est la souveraineté de l'État? C'est Macron qui doit décider à notre place ou c'est le M. Tshisekedi qui doit décider à notre place? Macron, c'est un président de l'État français. Tshisekedi, c'est un président de l'État congolais. Où est le respect de l'État? Qui doit agir? Qui doit prendre les décisions? En quoi il est chef de l'État? Macron, je vous dis, l'aide humanitaire venant d'ailleurs n'a jamais apporté une solution dans tout le pays de l'Afrique. Sauf, ils viennent et vous donnent, mais c'est pour tuer vos frères. Lorsqu'ils partent demander, supplier les États-Unis afin qu'ils puissent intervenir dans les processus de dialogue. Mais quand on voit les Rwandais, on voit qui? N'est-ce pas les Américains? Quand on voit les Rwandais, n'est-ce pas qu'on voit les Arabes Unis? Les grandes entreprises américaines sont au Rwanda que vous ne constaterez pas ici. Les grandes entreprises des Arabes Unis sont au Rwanda que vous ne verrez jamais ici. C'est-à-dire, si vous allez supplier les Américains et les Arabes Unis, vous les donnez la voie passive d'aller directement prendre les minéraux en violation de l'article 58 de notre constitution pour que cela soit au profit des étrangers et non au profit des Congolais. C'est là où tout est devenu caduc. Une dernière question en 1 minute.
s'il y a organisation de dialogue en République démocratique du Congo aujourd'hui, la JECO prendra part. D'ailleurs, c'est une question que nous disions du jour au lendemain, nous voulons les dialogues. Dans ces dialogues-là, nous partons pas pour donner les béquilles à M. Félix, mais nous partons dans ces dialogues parce qu'il y a un problème qui a déchiré la souveraineté de notre État et qui est la cause de ce M. Tshisekedi. Lui, d'ailleurs, nous vous rassurons qu'il ne sera pas un acteur participant à ces dialogues. Il sera un simple assistant. Il peut envoyer Kabouya Mbata. On doit comprendre. Parce que nous, dans la procédure normale du déroulement des élections passées en 2023, nous constatons l'irrégularité et la légitimité parce que l'article 58 de la loi électorale prévoit le déroulement des élections à une durée de 24 heures. Seulement lorsqu'on constate des faits amenant à des handicapés, on peut prendre un jour encore. Mais Tshisekedi a organisé des élections pendant une semaine. Et je dirais que dans ces dialogues-là, le pays est déchiré, ça sera un dialogue entre Congolais. Parce que nous sommes devant une crise politique et une crise de légitimité. Et la cause, c'est M. Tshisekedi. Il sera là et Joseph Kabila sera en face de lui. Tous ces exilés-là, de Moïse Katumbi, ils seront en face de lui. C'est lui qui aura honte et Jean-Pierre Bemba avec tout ce qu'ils sont en train d'inventer à la personne du président Joseph Kabila Kabange. Ok, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohabitation nationale, nous avons besoin de vivre ensemble, mais hélas, les régimes en place, c'est un régime prôné dans les mensonges depuis l'époque. Ils sont en train de continuer à nous amener dans une malice où il faut coloniser les mentales des Congolais, de les impliquer que non, Kabila est rebelle, Moïse Katumbi est rebelle, et voilà. Donc nous avons besoin de ces dialogues parce qu'il y aura l'inclusivité, on va résoudre tout ce qui déchire notre pays. Voilà. On va résoudre tout ce qui déchire notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Roger, d'être passé. Je pense que la porte reste grandement ouverte. Donc, à chaque fois quand vous avez le temps, passez, on va parler République. C'est comme vous l'avez dit, au parti AGECO, on n'insulte pas, on ne pointe pas du doigt de gens, mais nous parlons de la République démocratique du Congo. C'est aussi la logique de cette émission. Nous venons réfléchir que sera le Congo de demain, parce que nous avons quand même la chance de voir ce qui se passe sous notre ciel. Pourquoi la République démocratique du Congo doit continuer à patauger. Donc, surtout que nous sommes la génération attendue pour les institutions de demain. Vraiment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous qui avez une pensée contraire à ce que notre invité venait de dire, n'hésitez pas à nous contacter et passer à la FM Télévision. Vous serez reçus et vous allez aussi émettre votre point de vue, mais la logique reste pas d'injures sur ces plateaux. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.